Eh bien, bonjour à tous, merci. Merci de votre intérêt pour le groupe Entreprises en santé et bienvenue sur ce webinaire sur le thème Utiliser la pleine conscience pour opérer un leadership bienveillant. Je suis Véronique Massin, je travaille sur la programmation et les partenariats du groupe Entreprises en santé et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle activité du groupe. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir notre invité du jour, Monsieur Carl Lemieux. Bonjour Carl, bienvenue, ravie de te retrouver. Bonjour, Véronique, c'est un plaisir d'être ici. Bonjour à tout le monde. Alors, avant de te présenter un petit peu plus en détail dans quelques instants, j'invite tout le monde à regarder en bas de votre écran le menu d'options de la plateforme de webinaire. Vous devez commencer à être familier maintenant avec Zoom, mais je fais un petit rappel malgré tout. Vous pourrez utiliser la section questions et réponses pour nous transmettre vos questions par écrit. On va regarder aussi dans la section chat. Et on prendra un petit moment à la fin de la présentation pour répondre à une sélection de questions reçues. Alors, Carl, il y aurait beaucoup à dire pour parler de ton parcours, mais dans les grandes lignes, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore parmi notre communauté, tu es associé chez Mindspace, qui est un réseau de cliniques en psychologie, un centre de formation et un cabinet conseil en développement organisationnel spécialisé dans le mieux-être psychologique en entreprise. Donc, tu es toi-même psychologue du travail, enseignant de pleine conscience, coach professionnel et tu as un background en conseil en management de longue date. Alors aussi, Carl, on te compte parmi les amis du groupe Entreprises en santé. On aime beaucoup collaborer avec toi. Hein. Nos relations se sont vraiment rapprochées depuis ces derniers mois. Et on a fait quelques activités ensemble déjà. Et puis justement, tu as invité il y a 2 semaines notre directeur scientifique, le docteur Messier, lors d'un déjeuner causerie chez Mindspace. Donc d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse pour dire à tous nos participants que vous pourrez retrouver le déjeuner causerie sur notre chaîne YouTube ainsi que l'enregistrement de ce webinaire. Donc aujourd'hui, on va en quelque sorte répondre à cette session-là, du moins aller un petit peu plus loin dans la discussion que vous aviez entamée. Hein, vous y aviez parlé du leadership bienveillant et des modèles d'entreprises innovantes. Donc sur la base du constat qu'avait fait le groupe Entreprises en santé, notamment lors de sa tournée des leaders engagés à travers le Québec. Hein, vous vous souvenez que le groupe était parti dans plusieurs régions du Québec pour aller à la rencontre justement de ces leaders qui ont un modèle de leadership qui fonctionne bien aujourd'hui. Et puis le constat avait été le suivant, on constate qu'il y a un nouveau type de leadership qui a émergé, adapté à nos organisations, puis c'est ce que le docteur Messier appelle le leadership bienveillant dans une quête de saine performance. Alors, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est le modèle qui marche. Hein, en 2020, c'est ça, le nouveau modèle de leadership. Alors, avec Mario, après avoir parlé du pourquoi ça marche, vous en aviez parlé ensemble, hein, aujourd'hui, on va explorer le comment on fait pour le devenir. D'ailleurs, est-ce qu'on est leader bienveillant? Est-ce que c'est dans nos gènes? Est-ce qu'on le devient? Est-ce qu'on peut s'améliorer? Et puis, comment on fait? Nous, on pense qu'il n'y a pas de fatalité là-dedans. Et puis, tu vas nous expliquer un des outils très efficaces pour travailler cette compétence qui est la pleine conscience. Alors, je me tais pour le moment, puis je vais te laisser la parole, Carl, et puis je vous souhaite un bon webinaire à tous. Merci beaucoup, Véronique. Alors, encore une fois, bonjour à tous et toutes. Effectivement, le sujet est venu en parlant avec Mario et on s'apercevait. C'est comme bien des choses, hein? C'est comme la notion d'intelligence émotionnelle, on parle aussi de leadership authentique, etc. Donc, c'est des sujets qui sont abordés. Souvent, on les couvre dans des formations où on va mentionner qu'est-ce que font ces gens-là. On donne des stratégies. Mais ce que moi, j'ai trouvé intéressant, les raisons pour lesquelles je travaille sur la pleine conscience aujourd'hui en bonne partie, c'est que je m'aperçois que c'est une compétence qui vient soutenir bien d'autres compétences. Et ça, on va en parler. Alors, de là, le titre, de là, l'amalgame, si je peux dire, de leadership bienveillant ou conscient et de la pleine conscience. Alors, je vais me permettre de juste commencer. Et on va commencer par vous poser une question. Alors, ce leadership bienveillant, conscient, j'aimerais vous poser la question, pourquoi? Ça a l'air un peu simple comme question, mais pourquoi est-ce qu'on le ferait? Alors, mettons la table sur d'abord le thème du leadership bienveillant. À quoi ça sert? Alors, vous êtes bienvenus d'inscrire vos commentaires dans le clavardage, le chat. Vous allez les retrouver, comme l'a mentionné Véronique. Alors, si vous avez des idées, pourquoi
aurions-nous du leadership? Susciter la confiance et la collaboration. Exactement. Excellent point. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Pour avoir un bel esprit d'équipe, garder nos employés dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, tout à fait. Travailler de bonne humeur, bienveillance, c'est essentiel. Elle favorise le mieux-être, être heureux au travail. Bon, c'est parti. Magnifique. Donc, qualité de vie de travail, tous d'excellentes et continuez à en mettre, là, c'est bienvenu. Et j'en ai mis juste quelques-uns. Alors, justement, les raisons sont nombreuses. J'aurais pu tout rajouter ce que vous mettez là. Et dans la pérennité de la mission d'entreprise. Donc, effectivement, à la longue, qu'est-ce qui arrive? Donc, continuez. Vous êtes tout à fait dans des lignes absolument fantastiques. Je pose la deuxième question. On sait que c'est bon. C'est une évidence. On aimerait être là. On aimerait tous être heureux. On aimerait tous être bienveillants. Maintenant, quelles sont les qualités du leader qui est bienveillant? Alors, la parole est à vous. Qu'est-ce qu'on retrouve comme qualité? Un leader bienveillant, connaissance de soi. Vous allez voir, on va mettre beaucoup d'accent sur ça. Écoute, empathie, transparence, écoute active, conscience de soi. Bon, il pense à l'intérieur de lui-même. Alors, c'est tout à fait. Bon, ça, on voit que ça, auto-réflexion qui devient connaissance de soi. Sécurité psychologique, tout à fait, et on va en parler, ouverture. D'excellentes réponses. Alors, je n'avais pas besoin d'être ici, mais on va essayer de faire du ménage sur ça. Alors, j'en ai mis quelques-unes également, je l'ai pu compléter. Si je le mets, c'est qu'on s'aperçoit ces choses-là, on regarde tout ça, et on se dit, bien oui, de toute évidence. Il me semble que oui, j'aimerais ça être comme ça. C'est un peu comme dire que j'aimerais ça être heureux. C'est clair. Alors, il y a un écart. Le problème, c'est qu'à la limite, avec un peu de réflexion, on comprend pourquoi le leadership bienveillant est important. On comprend quelles sont les qualités d'un leader qui est bienveillant. Le petit hic, le petit défi, c'est pourquoi est-ce qu'on ne l'est pas tous? Pourquoi est-ce qu'on ne part pas tous nos matins? Pourquoi est-ce qu'on ne passe pas à travers nos journées en étant comme ça? Alors, on pourrait former des leaders sur l'optimisme, la collaboration, le sens, l'ouverture. Et je ne dis pas que ça ne ferait pas de bien. Il y a des bonnes formations sur plusieurs de ces sujets-là. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on est dans un bel espace, lorsqu'on est dans un endroit où on est bien aligné avec soi-même, ces qualités-là émergent assez naturellement. Fait que l'enjeu est moins de savoir comment pratiquer de la patience, comment être optimiste, comment avoir d'écoute. C'est davantage quel est notre état d'être. Et donc, moi, je dis souvent, on a passé des décennies à entrer dans les organisations. Moi, ça fait 35 ans que je fais du conseil, j'ai formé des milliers de personnes, j'ai travaillé beaucoup sur le savoir, donc animé du savoir-faire. On a même travailler sur le savoir-être, mais savoir-être en soi, c'est presque une action. Alors là, de plus en plus, on commence à tomber dans le être. Comment simplement être? Et un leadership bienveillant, très souvent, il va avoir tout simplement des qualités de présence, d'être. Et c'est donc beaucoup de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, pour commencer, faisons une petite expérience sur nous. Alors là, on va prendre 1 minute ensemble. Donc, ça sera 1 minute, je crois, j'espère bien investi. Et ce que je vous demande, c'est de vous observer. Donc, dans quelques instants, je vais dire 1, 2, 3, go. Et là, je vous demande de tout simplement observer ce que fait votre esprit naturellement. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Donc, c'est un retour sur soi. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Donc, vous observez votre esprit, vous observez votre corps. Je vais laisser le silence pendant 1 minute. Je vous demande, s'il vous plaît, de déposer les téléphones, toute notification. Vous êtes vraiment dans un retour sur soi. Alors, on y va dans 2, 3 et 1. 1 minute. Alors, je laisse la minute au complet. L'instruction est tout simplement d'observer ce qui se passe dans votre cerveau, dans votre esprit, ce que vous observez dans votre corps. Tentez de garder l'observation à l'intérieur de vous. Je sais que ça apparaît comme une éternité, mais encore 10 secondes. Voilà la fin de l'expérience. J'ai l'impression que c'est peut-être une des plus longues minutes que plusieurs de vous avez passées. Alors là, je vous demande, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez observé?
que se passe-t-il dans ce magnifique corps que nous habitons? Alors, vos commentaires seraient bienvenus. On y va. Qu'est-ce que vous avez remarqué que votre cerveau fait lorsqu'on dit de rien faire? Bouillonne. Je réagis à ta voix. L'esprit papillonne, ça roule, ça cherche. Pour certains, c'est de la détente, le calme. Pense toujours. Respiration pleine. On a un Oui, commentaire aussi dans le Q&A qui nous dit « Je me sens nerveuse ». oui, oui, effectivement. On n'a pas l'habitude de prendre le regard sur soi. Donc, merci de vos commentaires. Continuez. Alors, plusieurs de vous avez mentionné qu'un leadership bienveillant, c'est une connaissance de soi. Très honnêtement, c'est dans le silence très souvent qu'on va se connaître le mieux. Alors, c'est cette notion de présence. Donc, c'est un petit exercice tout simplement pour réaliser finalement, il y a bien des choses qui se passent et finalement, c'est très rare qu'on ne fait rien et que dans le temps, je regarde, j'ai observé mes pensées, la qualité, la profondeur, la vitesse. Alors, ça, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a peut-être déjà fait de la méditation. J'ai observé mes tensions musculaires, donc on prend contact de notre corps. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'informations et la plupart du temps, on n'est pas conscient de ce que fait notre esprit. Et c'est ça le gros problème aujourd'hui, et c'est de ça qu'on va parler. Pourquoi est-ce un problème de ne pas être en observation de notre esprit? On appelle ça de la métacognition, la capacité d'observer ses pensées. C'est une compétence qui est la plus directement liée à la réduction du stress et de l'anxiété. Donc, on va en parler en plus de détail. Alors, allons-y sur un petit peu de neurophysiologie. Donc, plusieurs de vous avez certainement déjà vu ces notions-là, mais je le répète parce que c'est important qu'on soit tous à niveau, parce que ça va expliquer le reste du webinaire. Alors, on a un cerveau qui est derrière cet œil-là, qui a été conditionné, qui est le fruit d'une évolution de plusieurs centaines, on n'a pas parlé de millions d'années, parlons de centaines de milliers d'années au minimum, et ramenons-nous même déjà dans l'homme de la caverne ou de la savane, etc. Le cerveau a été conçu pour retrouver, repérer des menaces, assurer la survie de la personne en question. C'est le cas aussi pour les animaux. Donc, rappelons-nous que notre cerveau est d'abord et avant tout une succession de cerveaux. Il y a un cerveau reptilien à la base, qui est responsable, qui est essentiellement les mêmes fonctions qu'on trouverait dans un reptile, donc tout ce qui est manger, bouger, reproduire, etc. Tout même le sommeil, etc. Ensuite, il y a un cerveau mammilien, des mammifères, qui occupe une très grande partie de notre attention. Encore, on est d'abord et avant tout des mammifères. Et après, il y a la matière grise qu'on connaît qui est au-dessus de ça, et notamment avec une fonction qui s'appelle le cortex préfrontal en avant, des fonctions exécutives, etc. Alors, le cerveau, lui, a d'abord et avant tout été formé pour nous protéger. Il n'a pas évolué beaucoup depuis 20, 40 000 ans. On a essentiellement le même cerveau que l'homme qui était dans la savane, ou au minimum il y a 5, 10 000 ans. Donc, on a un cerveau qui a tous ses sens, j'ai vu l'œil, mais il y a l'ensemble de nos sens qui scannent l'environnement et qui cherchent des dangers. Il cherche, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'ira pas bien dans mon environnement? S'il perçoit une menace, il active le cerveau rapide, soit le cerveau reptilien et le cerveau mammilien. Alors, c'est très rapide. Le signal, d'ailleurs, se passe par les sens, effectivement. Il se rend dans une structure qui s'appelle l'amygdale. Et l'amygdale dit, y a-t-il menace ou non? Il regarde les structures environnantes, l'hippocampe, le thalamus, etc. Et il va dégager une réponse très rapide, hyper rapide. C'est ça qu'on appelle le cerveau qui est rapide. Alors, action-réaction. On n'a absolument même pas le temps d'y penser. Il y a un autobus qui s'en vient pour vous. Vous ne voulez pas commencer à analyser les 1001 options. Vous voulez vous enlever du chemin le plus rapidement possible. Le cerveau rapide, hyper efficace, basé essentiellement sur le court terme. C'est un cerveau qui vise à nous protéger dans le court terme de choses inconfortables, voire menaçantes, ou à la limite d'agir sur des choses qui amènent un plaisir à très court terme. Donc, si je passe devant un dépanneur et moi j'ai un faible pour des chips, il y a des bonnes chances que le simple fait de voir le dépanneur peut activer mon cerveau rapide et dire « Ah, chip dans ce dépanneur-là, tu ouvres la porte, tu vas chercher ton sac de chips sans trop réfléchir à toutes les conséquences de manger un sac de chips avant de souper. » Un simple exemple. Alors, le cerveau lent, c'est là la beauté de l'humain. C'est dans le cerveau lent que se passent toutes les belles choses. Et on va en parler en plus de détails, notamment le leadership bienveillant, donc le lien. Alors, finalement, ce qu'on veut voir ici, c'est qu'on a un cerveau
qui est là, qui scanne en temps réel, 50% du temps, il est toujours à regarder. On appelle ça le vagabondage de l'esprit. À peu près 50% de notre temps, notre esprit vagabonde. Il vagabonde dans une direction aussi, au cas, puis ça, on va. Donc, il vagabonde pour s'assurer qu'il n'y a pas de menace dans son environnement. Il a un biais négatif à 80%. Alors, on regarde, on vit notre vie, et quand on dit un biais négatif, on veut dire, penser, j'ai quelque chose que j'ai oublié de faire. Il faut que j'appelle André. Dans cette réunion-là, il me semble que je n'ai pas parlé autant que je devais, etc. Donc, aujourd'hui, les menaces sont rendues, c'est plus des lions, mais le cerveau cherche des lions. Donc, dernièrement, évidemment, il y a la COVID et ça a bouleversé nos vies. Donc, est-ce que les écoles vont ouvrir? Là, on vient de passer en zone rouge encore, donc on va encore changer nos habitudes de vie. Là, on pense qu'est-ce qui arrive aux enfants, est-ce que je peux aller au chalet en fin de semaine, etc., etc. Donc, ça, ce sont tous on dit biais négatifs, mais des choses qui viennent activer le cerveau qui, lui, cherche des réponses rapides pour éviter ce qui est désagréable et nous protéger. Alors, même avant la COVID, j'avais cette présentation ici. Moi, je fais le métier que je fais maintenant après 35 ans parce que je voyais en entreprise à quel point la cadence des organisations était en pleine accélération. Je voyais l'impact des organisations sur les leaders. Je faisais des plans stratégiques, je faisais des réorganisations, des fusions-acquisitions et j'étais dans les entreprises et ça me fascinait de voir d'année après année, je croyais toujours qu'on va atteindre le summum de l'agitation dans les organisations. Et il y a 4-5 ans, je m'étais dit non, ce n'est pas le cas. Moi, je pratiquais la pleine conscience, j'approfondissais un recyclage comme psychologue. Et je me dis, il faut qu'on amène ça dans les organisations. Je regardais ce qui se passe dans les organisations actuellement et l'être humain est surchargé. L'être humain est dépassé très souvent par les événements. Il est tellement stimulé. Si je pose la question, combien de vous réveillez le matin et une des premières choses que vous faites, c'est regarder votre téléphone cellulaire, votre mobile. Alors, là, vous pouvez lever votre main virtuellement, vous pouvez simplement le constater ou le mettre dans le chat. Et si je pose la même question, combien de vous couchez? Et c'est une des dernières choses que vous avez faites. Et combien de vous, entre se lever et se coucher, ça a été un feu roulant? Et 1 minute, comme on vient de faire ensemble, c'est quelque chose qu'on ne se permet pas. On a à peine le temps d'aller à la toilette. Alors, on vit dans ce monde-là, dans les organisations. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est le cerveau rapide qui prend le dessus. Donc, on vit dans des organisations, on a plein de beaux concepts sur être visionnaire, gérer des conflits, être un leader bienveillant, l'intelligence émotionnelle. Tous ces concepts-là sont magnifiques. La communication non violente. Mais si on a un cerveau qui est pris en otage, si on a un cerveau qui, lui, se sent menacé par la cadence, les choses à faire, les choses qui n'ont pas été faites, les choses qu'on devrait faire, la dernière réunion qui n'a pas allé, l'anticipation de la première, la prochaine, etc., le cerveau, lui, voit ça comme des lions partout. Il est pris en otage par tout ce qui se passe et, littéralement, le cerveau, lorsqu'il est pris en otage, le cerveau rapide, réduit les structures neuronales vers le cerveau-là, vers le cortex préfrontal. Ils ne se parlent plus ou presque plus. Alors, on se limite à des comportements qui ne sont pas ceux que vous avez nommés plus haut, qui sont reliés au leadership bienveillant. Ce qu'on va se retrouver, c'est davantage avec des mots comme ça. Alors, le système limbique qui se sent surchargé, qui se prend pris dans la cadence sans fin, qui se sent surchargé, qui a la peur de manquer d'informations, donc il est toujours sur les médias sociaux à revoir des nouvelles qui viennent de tout bord, de tout côté, qui a des notifications sur plein de choses, etc., c'est perçu comme des menaces par le cerveau. Le cerveau se dit, il y a quelque chose qui n'est pas super cool. Okay? On appelle ça le système sympathique qui est activé. C'est ce qui est derrière le stress, éventuellement l'anxiété. Alors, la cortisol se dégage. Il y a tous les neurotransmetteurs qui s'activent en conséquence. Et lorsque vous regardez les mots qui sont là, avez-vous déjà reconnu ça chez d'autres? Est-ce qu'on reconnaît certains de ces comportements-là? Exemple, le tribalisme. Je le prends à titre d'exemple. Le tribalisme est classique du système classique. Si on était rejeté de notre tribu, c'était aussi pire que se faire manger par les lions. On ne survivait pas. Alors, dans les organisations, l'esprit compétition, les départements qui ne parlent pas à l'autre, etc., etc.,
pour ne pas nommer toutes les autres, compétition, jugement, ce sont tous des qualités d'un cerveau qui se sent surchargé. Combien de leaders avez-vous vu tomber dans ce jeu-là à un moment ou à un autre? Et là, je vous demande de regarder les autres. C'est plus facile de regarder les autres. Et là, je peux vous demander, vous-même, est-ce que vous reconnaissez certaines de ces qualités-là? Alors, si je positionne ça, c'est pour dire que le leadership bienveillant, c'est une magnifique idée et il faut absolument le développer. Mais à mon avis, il faut également comprendre qu'on n'est pas naturellement toujours dans cette posture-là. Moi, j'appelle ça une posture mentale, ne pas parler d'une posture physique. Je donne juste une petite parenthèse, un petit aparté. J'ai l'impression que la plupart de vous ont déjà entendu parler de l'intelligence émotionnelle. C'est un concept qui existe depuis, comme il faut, 30 ans. Je l'enseignais, moi, il y a une vingtaine d'années. L'auteur, Daniel Goleman, qui a popularisé cette notion d'intelligence émotionnelle, la plupart des entreprises, des grandes entreprises, l'ont intégré. Ils l'ont intégré dans leur profil de compétences, l'ont intégré dans leur formation. C'est un sujet qui était très, très, très populaire. Et l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est se connaître, se gérer. C'est être en mesure de bien capter ce qui fonctionne, c'est d'avoir une intelligence sociale envers les autres et avoir une habileté sociale de bien gérer aussi. Daniel Goleman, aujourd'hui, ses 2 derniers livres sont sur la pleine conscience. Altered Traits, qui est super, l'autre avant, c'était Focus. Donc, il a compris, et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui médite depuis sa jeunesse, il n'a pas écrit ce sujet avant parce qu'il pensait que ce n'était pas encore à point, mais ses 2 derniers livres, il parle justement de l'importance de la pleine conscience au service de l'intelligence émotionnelle. Donc, une fois qu'on s'est dit, il faut que je me connaisse mieux, il faut que je me gère mieux. Magnifique concept, super. Oui, ce matin, je me réveille et je mets mon accent sur mieux me connaître ou mieux me gérer. Ça ne marche pas de même. Pas mal plus compliqué. Parce qu'on a un cerveau qui, non, il n'y a pas de café. Non, il y a un texto. Je vais être en temps pour telle réunion. Mon enfant a oublié sa boîte à lunch. Peut-être plus de ces temps-ci, mais là, on commence à penser à toutes les choses qui activent notre système limbique. Alors, il a compris, Daniel Goleman, et l'intelligence émotionnelle, que si d'abord et avant tout, on n'est pas en mesure de bien se connaître par des techniques, et c'est de ça qu'on va parler, à ce moment-là, on est pris dans le piège. On part en mode automatique. Et la grande majorité de nos actions, pour ne pas dire nos pensées, sont plutôt automatiques. Elles passent directement par le système limbique, le cerveau rapide qu'on a parlé plus tôt. Et tout est automatisé. On a un stimuli et on va réagir, et je dis bien réagir, selon notre histoire, ce qu'on a appris. On puise dans l'hippocampe, dans l'hypothalamus et on regarde c'est quoi la meilleure façon d'agir, mais nous, on ne le regarde pas en passant. Le cerveau fait ça tout seul. Donc, si on ne réussit pas à mettre un peu d'espace entre un stimuli et une réponse, on tombe dans la réaction automatique. Et tout ce que vous voyez là, c'est très rare que quelqu'un va se réveiller le matin pour se dire « ce matin, je vais être évasif. Ce matin, je vais être défensif. C'est juste une simple et belle journée pour être impatient aujourd'hui. Ou je vais être rigide. Moi, j'aime ça être rigide. » Non! Tous ces thèmes-là que vous voyez, tous les adjectifs que vous voyez là, sont là parce que l'individu a été pris par son système limbique. Il y a quelque chose qui s'est passé, il ne s'est pas senti en sécurité, il s'est senti surchargé, il s'est senti dépensé par les événements. Combien de leaders connaissez-vous qui sont surchargés, pour ne pas dire dans certains moments dépassés par les événements? Le leadership bienveillant, je suis désolé, aura beaucoup de misère à s'installer si la personne n'a pas une maîtrise de soi pour calmer les ardeurs, calmer tout ce qui sort, qui fait que finalement, on n'est pas toujours les leaders bienveillants qu'on aimerait être. On va donc refaire un autre exercice. La main. Cette fois-ci, on va la faire avec une petite, certaines instructions de ma part. On prend encore 1 minute. Cette fois-ci, je vous invite à vous asseoir confortablement, idéalement même le dos droit, parce que la posture physique influence notre posture mentale. Donc, c'est malheureusement pas un somme qu'on s'en va faire, c'est un entraînement de votre cerveau. Et c'est une façon de retrouver et de calmer le système limbique. Alors, c'est bien démontré, je suis très à l'aise de vous dire que c'est une technique qui peut être très utile. Donc, la posture est droite et on va prendre 1 minute. Donc, la première invitation, je vais toujours faire le décompte, mais dans un premier temps, ceux qui sont à l'aise, je vous invite à fermer les yeux pour limiter les stimuli, pour favoriser le retour à l'intérieur. Donc, 3, 2 et 1. Alors, la première chose qu'on fait cette fois-ci, c'est que je vous invite à remarquer vos pieds qui sont fermement au sol, si c'est le cas, ou à la limite, de simplement observer les sensations qui viennent de votre pied et les autres points de contact sur la chaise. Donc, vous déplacez votre attention d'un cerveau qui est dans sa nature très occupé et vous le ramenez sur les sensations.
Et l'invitation maintenant, c'est tout simplement amener votre attention sur votre respiration. Alors, on ressent l'air qui rentre par les narines, le gonflement des poumons, la contraction qui en suit. Alors, on inspire et on expire. Sans effort, surtout sans jugement. Il n'y a pas de bonne et mauvaise façon. Le corps respirait avant que vous arriviez au webinaire. Il va respirer après. On fait juste observer ce que le corps fait naturellement. On inspire, on expire. Lorsque l'attention vous quitte, vous avez tout simplement à noter que l'attention a quitté et la ramener à la respiration. On note une inspiration, on note une expiration. Le cerveau part dans son activité, on le ramène à observer tout simplement la respiration. Encore 2 respirations et quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir vos yeux. Alors, je suis désolé, j'ai triché, j'ai rajouté 20 minutes. C'était 1 minute et 20. Alors là, je vous demanderais de peut-être mettre dans le chat qu'est-ce que vous avez observé qui était différent cette fois-ci de la première fois. Donc là, je vous ai guidé. Il y avait un objet d'attention. L'attention plus calme, exactement. Pour certains, calme, mes respirations, mes pieds, calme. Okay? Il y avait juste quelques personnes lors de la première exercice, quand je vous ai laissé aller, excusez le terme en anglais, free for all. Beaucoup meilleur focus. Exactement. Dans le premier cas, on a laissé notre esprit aller. L'esprit a jusqu'à, en moyenne, 60 000 pensées par jour. Ça, c'est ceux qui sont observables, dans le sens dans lequel on est conscient. On ne parle pas des millions d'actions ou d'interactions neuronales qui se passent à la seconde. Alors, un cerveau, si on le laisse aller, il va dans toutes les directions. Il n'arrête pas de penser. Les bouddhistes appellent ça le monkey brain, le cerveau du singe. Alors que lorsqu'on fait un exercice aussi simple que celle que vous venez de faire, lorsqu'on entraîne le cerveau à devenir observateur plutôt que réactif, on crée en nous une capacité d'améliorer le focus, d'améliorer l'attention, entre autres. Chaque fois que l'esprit, que l'attention quitte vers d'autres pensées et qu'on le note et qu'on le ramène, on stimule d'autres circuits neuronaux dans notre cerveau qui s'appellent la régulation émotionnelle. On est en mesure de dire « Ah, j'ai des pensées, je choisis de les ramener au moment présent ». Alors, on développe une habilité d'être au moment présent plutôt que d'être perdu dans nos pensées. L'autre chose qu'on fait lorsqu'on entraîne notre cerveau, c'est qu'on n'est pas perdu dans des pensées qui ont un biais négatif. Et par le fait qu'on a un biais négatif, notre stress monte, l'anxiété en découle, et il y a de l'anxiété et dépression qui peuvent prendre leur ancrage. Les statistiques, pas les statistiques, les recherches, les statistiques dans les recherches sont claires. Un esprit qui vagabonde, un esprit qui est toujours dans ses pensées, sera un esprit moins heureux. Donc, le bonheur est directement corrélé à un esprit discipliné. Donc, si on peut discipliner notre pensée, on sera plus heureux. On aura moins de stress, on aura moins d'anxiété. Donc, le pourquoi de la pleine conscience qui prend quand même son essor dans les organisations, on a des organisations, des sociétés avec des déficits d'attention. Pas nécessairement cliniques, c'est que 4% de la population qui a des déficits d'attention, mais on devient hyper actif. Et si on n'apprivoise pas notre cerveau, on va se perdre dans tout ça. Et c'est ce qui se passe. Les niveaux de stress, d'anxiété sont à la hausse. Ça en est rendu une épidémie dans les organisations, dans la société. On a perdu le contrôle du cerveau. Donc, le temps est à récupérer le cerveau. Alors, la gestion de soi, chez nous, Mindspace, on fait la promotion de 4 piliers. Donc, le premier, celui dont Daniel Goleman en intelligence émotionnelle parle, d'abord apprendre à stabiliser son esprit. On a appris comment avoir un corps en santé. Si on n'avait pas compris que l'exercice était bon pour le corps, bon, on serait devant la TV, on serait devant nos ordinateurs, on ferait très peu d'exercice. Les gens prennent la peine de mettre des espadrilles, puis aller courir, puis aller dans des endroits pour faire l'exercice, pas juste parce que c'est fun, parce qu'on sent qu'on doit garder notre corps en forme. Alors, on a appris que notre corps doit être, on doit appliquer un effort pour mettre notre corps en forme. Ce qui est nouveau depuis une décennie, j'ai tendance à dire même depuis une couple d'années, que c'est vraiment parti en popularité, c'est qu'on doit entraîner notre cerveau. Donc, on doit apprendre à le stabiliser parce que sinon, il part dans toutes les directions. Dans toutes les directions, il y a un biais négatif. Avec le biais négatif, vient le stress, l'anxiété et les qualités qu'on a vues plus tôt, qui sont malheureusement pas toujours celui d'une personne bienveillante. Un deuxième qui pour nous est très important, c'est d'agir avec intention. Donc, le deuxième pilier, c'est qu'on doit être clair sur ce qui est important pour nous. Compte tenu du fonctionnement du cerveau, il est très facile de se laisser emporter par l'urgence du moment.
à la limite par l'action qui va nous enlever de la douleur sur le moment ou nous procurer un plaisir. Donc, un texto qui arrive, c'est le cerveau qui parle, qui a vu qu'il y a une notification, puis il s'en va tout de suite sur le texto alors qu'on travaillait sur quelque chose, alors qu'on vient de perdre toute la concentration qu'on avait, etc. À la limite, se mettre dans un Netflix pour le restant de la soirée, alors qu'on sait qu'on a plein d'autres choses à faire. Il y a peut-être des bons livres qu'on veut lire, il y a peut-être prendre plus de temps avec nos enfants, avec notre conjointe, avec nous-mêmes, aller faire l'exercice, etc. Si nos intentions ne sont pas claires, les intentions sont logées dans le cerveau lent, dans le cortex préfrontal, dans nos fonctions exécutives. Alors, si on ne prend pas la peine d'être très explicite sur qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs, on va se faire prendre au piège. On va se faire prendre dans nos réactions, dans nos habitudes, dans tout ce qu'on s'est fait conditionner par la société, par la technologie. Je regardais un reportage également encore sur Facebook et les GAFA en général, sur tous les médias sociaux. C'est catastrophique ce que ça fait sur notre cerveau. Elles sont programmées pour garder notre attention. Elles sont programmées pour dire « Hey, c'est moi qui est le plus important. Revenez me voir, là, Instagram, Facebook. Je suis plus important que de faire d'exercice, que de lire un bon livre, que m'engager en une belle conversation avec mes proches, que tout simplement rien faire, peut-être méditer. » Donc, on n'agit pas souvent avec l'intention parce que la vie a repris. Le cerveau limbique nous a dit, non, tout ça est important, vas-y, vite, 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 vite. On ne prend pas le recul. Et donc, de plus en plus, on perd le sens. Et on voit une société, on voit nos jeunes et les adultes. Je suis psychothérapeute, ça je ne l'ai pas mentionné dans l'intro, mais je vois quand même la moitié de mon temps, là, je pense, avec des clients en psychothérapie. Et je vois cette quête de sens. Je vois que les gens ont de la misère à trouver leur repère, leur boussole intérieure pour pouvoir faire des choix dans ce vacarme qui est notre société aujourd'hui. Donc, l'autre, c'est la régulation émotionnelle. La régulation émotionnelle, c'est lié à stabiliser son esprit, mais ça va plus loin. La régulation émotionnelle nous amène à nommer nos patterns. Quelles sont mes pensées limitantes? On a presque tous des pensées limitantes du style « je suis pas assez X, Y, Z » ou « ça vaut pas la peine de faire ci parce que je vais me faire critiquer ». Peu importe. On a tous une série de pensées qui nous empêchent d'être la meilleure version de soi. Alors, il y a Robert Keegan, Immunity to Change, que certains connaissent possiblement, qui a très, très bon, une approche dans ça, là, Immunity Map, justement, qui nous aide à identifier les forces qui vont contre nos intentions. Alors, on pourrait avoir un profil de compétences dans l'entreprise, on pourrait avoir un profil de c'est quoi nos leaders, mais si on ne prend pas la peine de voir qu'est-ce qui retient d'être visionnaire, collaborateur, etc., souvent, il y a des variables inconscientes derrière tout ça. Il y a des habitudes qu'on a apprises très souvent dans notre jeune âge qui font que, exemple, plutôt que m'exprimer dans une réunion, je vais plutôt rester calme, et plus que calme, je vais rester même silencieux, j'ai peur de me faire critiquer, etc. Donc, on doit les nommer, ces choses-là. On doit les identifier pour mieux les accepter, comme j'en parlerai un peu plus tard. Donc, on vient accepter tout ce qu'on est. On accepte notre grandeur, tout ce qu'on veut être, mais on vient aussi à accepter les choses qui nous retiennent, des choses qui nous limitent, les pensées qu'on peut avoir qui ne nous rendent pas service aujourd'hui, qui ont peut-être déjà été utiles, mais aujourd'hui ne sont plus à notre service. Et le dernier pilier, c'est cette notion de communication bienveillante. Donc, pour bien gérer, on est des êtres sociaux. Il y a une belle étude longitudinale qui a été faite à Harvard, 75 ans, 4 générations. Et quand ils ont regardé le facteur le plus déterminant du mieux-être, c'est la connexion avec autrui. Tout le reste est important, ça forme tout, mais la connexion avec autrui, c'est ce que l'être humain recherche en quelque part le plus. De toute évidence, avec la COVID et l'isolement, dernier code rouge n'aide pas, on a besoin de se sentir connecté. Il y a plusieurs façons de le faire. Et comment est-ce qu'on communique avec les autres? Donc, quelqu'un parlait de sécurité psychologique un peu plus tôt. Alors, comment créons-nous pour soi, mais pour les autres? Pour soi, c'est plus les trois qui précèdent, mais pour les autres, comment peut-on créer un environnement sécuritaire? Donc, un leader bienveillant aura cette capacité de connecter avec bienveillance, de toute évidence. Alors, en bout de ligne, ce qu'on cherche à faire, ça c'est une approche qu'on approche en anglais Acceptance Commitment Training. Donc, on travaille beaucoup avec ça. Moi, je travaille beaucoup avec ça comme thérapeute, mais on travaille aussi beaucoup avec ça dans les organisations. Des formations qui tiennent compte de l'idée qu'on doit d'abord décider vers quoi on veut se rapprocher. Donc, ça revient à dire qu'est-ce qui est important pour moi. Si ce n'est pas clair, on va dans la direction de nos pensées dominantes. Donc, si on n'a pas clarifié notre pensée dominante,
C'est l'autre qui va prendre le dessus. C'est les automatismes, les conditionnements, c'est la société, c'est ce que Facebook nous dit qu'on devrait être en train de faire, etc. En passant, je ne sais pas que j'ai rien contre Facebook, c'est juste il faut en faire une utilisation diligente, consciente. Alors, le cerveau lent, lui, il s'engage et il pratique des nouveaux réflexes. Ce vers quoi on veut être, parce que le corps et l'esprit n'ont pas pris l'habitude de le faire. Donc, une nouvelle habitude, ça se développe. Si elle n'est pas claire, elle n'arrivera pas. Et si elle n'est pas mise en pratique, si ce n'est pas un engagement, il n'arrivera pas. De l'autre côté, on s'éloigne de tous les réflexes qu'on peut avoir. On fait un choix de s'éloigner. Donc, lorsqu'il arrive en plein milieu d'une journée, je ne sais pas, procrastiner. Moi, je peux facilement procrastiner. Donc, lorsque je vois la procrastination arriver, j'ai développé cette habileté de nommer la procrastination. Ah, le voilà. Voilà comment je le ressens dans mon corps. Voilà quelles sont les forces qui sont en compétition dans mon cerveau. Je suis observateur de ma réalité, soit la réalité d'être en procrastination. Donc, plus qu'on s'observe, plus qu'on a besoin de simplement reconnaître, ah, voilà, la procrastination est là. J'accepte qu'elle est présente. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec? Je choisis d'aller dans la direction que j'ai dit que je voulais aller ou je choisis de procrastiner. Mais au moins, j'en suis conscient. Donc, pour faire ces choix, de se rapprocher de la personne qu'on veut être, en termes de valeurs, de ce qui est important pour nous, son travail, la maison, équilibre, etc., on doit avoir un esprit qui est en mesure de reconnaître la situation lorsqu'elle se présente. Si notre esprit est pris dans son système limbique, si notre esprit est pris par la cadence de nos organisations, de la société, nos craintes et tout ça, on va être dans le cerveau lent, dans le cerveau rapide, pardon. Et le cerveau rapide, il va faire quoi? Il va aller dans tous ces vieux patterns. Donc, la pleine conscience est à la base. C'est le terroir qui nous permet de mieux choisir notre pensée dominante et de reconnaître quand on est pris au piège dans notre système limbique. OK, belle question. Merci Gérard. J'espère pouvoir bien te répondre. Comment traduire ces postures, ces piliers en comportement? Revenons en arrière, désolé, je n'avais pas remarqué la question avant. Donc, si on les prend un à la fois, et là, vraiment, je ne m'étais pas vraiment penché la question, elle est super comme question, il faudrait vraiment qu'on monte un petit lexique. Mais dans bien des cas, c'est peut-être justement pas nécessairement des comportements. Stabiliser son esprit, c'est une question d'être. Donc, c'est des pratiques de pleine conscience, de retour sur soi, et on va en parler là, dans les acétates qui suivent. Agir avec intention en comportement, notamment, c'est de faire l'inventaire. Moi, ce que je fais avec des clients, c'est en coaching ou en thérapie, c'est qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est important pour toi dans le court terme, moyen et long terme? Donc, on rend explicite ce qui est important pour nous et on rend explicite les actions qui sont requises. Donc, justement, les comportements requis pour être alignés avec nos intentions. Donc, on s'engage dans les actions qui livrent ce qui est important pour nous en termes de outcomes, en termes de résultats, en termes de valeurs. La régulation émotionnelle, le comportement, c'est vraiment la métacognition. C'est développer cette capacité de s'observer. Et ça se développe, je peux vous le promettre, à la fois par l'expérience, mais aussi par la littérature et ce qu'on fait chez Mindspace, on fait ça à temps plein. C'est une façon c'est par les pratiques de pleine conscience, entre autres, qu'on arrive à mieux s'autoréguler et en s'observant. Et la connexion bienveillante, les comportements, honnêtement, il y en aurait beaucoup à nommer, là, mais il y a notamment la communication non violente, etc. C'est bon. Ah, des bonnes questions, Gérard. Alors, oui, il y a des niveaux de conscience. Alors, les niveaux de conscience sont nommés par justement notre ami Keegan, dont j'ai parlé un peu plus tôt. Alors, l'être humain, je vais commencer, il y a 5 niveaux de conscience, selon Keegan, Robert Keegan, prof de Harvard Emeritus, et ça vaut vraiment la peine. Je ne l'ai pas mis dans cette présentation ici par manque de temps, souvent j'en présente. Donc, le niveau de conscience, je dirais de base, c'est niveau 3. Quand je dis de base, excuse-moi, dans une courbe normale. La grande majorité des gens se retrouvent dans un niveau de conscience de niveau 3, et c'est qu'on vit notre vie en fonction du regard des autres et de plaire aux autres. Donc ça, c'est vraiment notre système limbique. C'est un niveau qui est très associé à notre système limbique. Donc, on va faire des gestes pour justement que les gens nous aiment, pour être reconnu, etc. En quelque part, changer sa voiture juste parce qu'on préfère une autre couleur, très souvent, c'est parce qu'on aime l'apparence que ça a. Même notre préoccupation, c'est la façon qu'on s'habille. C'est certain qu'on le fait pour nous, mais en quelque part, on le fait aussi un peu pour les autres. Donc, le niveau 3, on appelle ça socialized mind en anglais, un esprit qui est socialisé. Le niveau au-dessus, désolé, les termes me viennent en anglais, c'est self-authoring mind. Donc, c'est le niveau 4 de Keegan. Donc, c'est en fonction de nos valeurs. Donc, quand on tombe pile dans le deuxième pilier, on sait quelles sont nos valeurs, on sait ce qui est important pour nous, et on est en mesure de faire fi du regard des autres. Faire fi du regard des autres, entre vous et moi, c'est de faire fi de notre système limbique.
Et le niveau 4, c'est qu'on a une capacité encore plus forte de métacognition. Et en tout temps, on peut réguler nos valeurs. On est en mesure de dire, OK, est-ce que cette valeur-là est encore appropriée compte tenu du contexte dans lequel je suis? Donc, on est encore plus flexible dans notre façon de décider ce qui est important pour nous. Et on est vraiment pleinement ouvert à tous. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'agit pas avec nos valeurs, mais on est plus flexible, plus ouvert. Ça, c'est le niveau 5. Alors, merci pour les questions. Je vais avancer. Alors, les pratiques. Alors, comme je l'ai dit, le nerf de la guerre, les trois autres piliers sont quand même assez bien documentés. Celui qui est nouveau en entreprise maintenant, et plusieurs organisations nous demandent d'amener ça comme approche, c'est de stabiliser l'esprit des gens. Pour les raisons qu'on a parlé. La minute que vous avez faite à laisser aller, le free for all, versus la minute qui était dirigée, vous avez vu la différence. Il y a moyen de stabiliser son esprit, de s'entraîner pour stabiliser l'esprit. Une des choses, c'est tout simplement pour les activités quotidiennes que vous faites. C'est-à-dire, vous prenez une marche, mais vous prenez votre marche et vous remarquez que vous marchez. Vous remarquez l'air, vous remarquez les belles feuilles de ces temps-ci qui sont entourées de fenêtres, heureusement, et c'est magnifique. Alors, lorsqu'on fait une activité et on remarque qu'on est en train de penser à d'autres choses que l'activité qu'on fait, on remarque qu'on fait d'autres choses et on ramène à l'activité. Vous pouvez très bien prendre une douche, la première minute, à la limite, la faire en toute conscience. Et vous remarquez l'eau, vous remarquez la chaleur, vous remarquez le plaisir d'être dans la douche. Et lorsque vous commencez à penser à votre journée ou la journée qui précède, vous pouvez vous dire, bien, je ramène mon attention à la douche. Ça, c'est une forme d'entraînement. Alors, vous pouvez manger en pleine conscience, vraiment apprécier le repas, manger plus lentement. Votre verre de vin, soit un verre de vin le soir, ça peut être fait en appréciant pleinement le verre de vin, plutôt que le caler plus comme un réflexe en quelque part pour une forme de fuite. Alors, il y a l'activité au quotidien qu'on peut faire en pleine conscience et c'est une forme d'entraînement. C'est une forme d'entraînement si on remarque que notre esprit part et on le ramène au moment présent et les personnes avec qui on est ou l'action avec laquelle on est. L'autre, c'est se faire des moments de présence. Donc, la minute qu'on a faite tantôt, formellement, c'est pendant une minute et demie, je vais simplement mettre l'accent sur la respiration et je vais calmer mon système. Quand vous faites ça, vous êtes en train de sortir de votre système limbique. Vous êtes en train d'ouvrir tous les circuits neuronaux vers le cortex préfrontal pour ne pas nommer les autres avantages au niveau physique. Il y a des techniques de respiration. Alors, on ne le fera pas aujourd'hui, parce que si j'avais eu le temps, je l'aurais fait, mais je vous la livre. Vous inspirez pendant 4 secondes, vous expirez pendant 6. Lorsque vous expirez plus longtemps que votre inspiration, vous envoyez un message au système. Vous activez le système parasympathique davantage que le système sympathique et le corps se calme. Faites ça pendant 1 minute. Encore mieux, faites ça pendant 5 minutes. Encore mieux, faites ça 5 minutes 3 fois par jour. Et il y a des études qui suggèrent qu'on peut réduire notre anxiété de 47% juste avec une technique comme celle-là où on prend 5 minutes par jour à respirer 4-6, comme je viens de dire, 3 fois par jour. Alors, il y a énormément qui peut être fait juste avec des techniques de respiration pour justement récupérer toutes nos capacités. Techniques de mouvement, de yoga, tai chi, etc. Donc, c'est toutes d'excellentes façons de ramener l'attention sur le mouvement et pas être dans sa tête. Et d'ailleurs, ces pratiques-là, le yoga, historiquement, ça date du millénaire, c'était une technique pour améliorer la concentration. C'était une technique pour apprivoiser l'esprit. Ce n'était pas un exercice à l'époque. Les gens faisaient en masse d'exercices dans les champs. Le stop, si le temps le permet, je vais le faire. C'est une petite technique rapide qu'on peut appliquer. Et finalement, l'entraînement d'esprit, c'est de la méditation. Donc, c'est vraiment une méditation formelle où on s'assoit, on se couche et on entraîne le cerveau à garder l'attention sur un objet, souvent la respiration, mais il y en a d'autres. Et lorsque l'esprit part, des fois c'est aux secondes, aux 15 secondes, on le ramène. Donc, c'est à la fois l'exercice d'avoir du focus et de l'attention et de remarquer quand l'esprit part et on le ramène, qu'on est en train d'entraîner le cerveau. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Déjà pour réduire le stress et l'anxiété. Alors, si vous n'êtes pas stressé et anxieux, je suis convaincu que vous connaissez au moins du monde dans votre environnement très proche qui le sont. Alors, on a tous intérêt à gérer le stress et l'anxiété. Il y a plusieurs médecins. J'ai été à des colloques à Harvard avec, il y avait 600 médecins et la plupart d'eux étaient d'accord que 80% des maladies qu'ils traitent ont des origines au niveau du stress et de l'anxiété. Ça facilite la bienveillance, faire connaître pourquoi. On l'a expliqué. Si vous calmez votre cerveau limbique, qui lui génère un paquet d'actions que je n'ai pas mentionné plus tôt, mais qu'on va souvent dire fight, flight, freeze en anglais, donc de se battre, même si verbalement, de fuir ou tout simplement de figer,
Ça, ce sont des tendances qui viennent avec un cerveau qui se sent menacé. Donc, un cerveau qui est calme, un cerveau qui est sous contrôle, qui est finalement, en anglais, on parle de still, qui est tout simplement dans un état d'espace, aura plus de facilité à pratiquer la bienveillance. On prendra les meilleures décisions. Parce que les décisions en mode stress, c'est des décisions qui souvent vont puiser dans des vieilles structures neuronales en fonction de quelles étaient nos habitudes d'avant. Donc, il y a crise, on coupe des postes. Peut-être qu'il y avait des options. Il y a crise, je vais me fâcher, parce que c'est ça que je fais depuis que je suis tout jeune pour prendre la place dans ma famille. Il y a X, Y, Z, on réagit. Alors, la capacité décisionnelle qui tient compte du moyen et long terme, la capacité décisionnelle qui est capable de nuancer des variables, ça se passe dans le cortex préfrontal, ça se passe dans les fonctions exécutives. Donc, si on est sous le stress, sous l'anxiété, on a moins accès à ça. Donc, imaginez dans nos organisations actuellement l'intelligence qui est diluée de par le fait que les gens n'ont pas une maîtrise d'eux. Parce qu'on n'a pas appris à le faire. On a appris à entraîner nos corps, mais on n'a pas appris à entraîner nos cerveaux. La régulation émotionnelle accrue, donc on est moins apte à avoir des réactions émotionnelles qui sont jugées inadéquates ou pas tout à fait adaptées à la situation en question. Alors, ce qu'on dit en bon français, de péter une fuse, c'est moins probable lorsqu'on a une pratique. Ce que je n'ai pas mentionné, quelqu'un qui a une pratique formelle, donc ce que les études démontrent, si on pratique 20 minutes par jour pendant 8 semaines, il y a énormément d'études qui ont été faites avec ce protocole-là, 20 minutes par jour, 8 semaines, l'amygdale, ça c'est la petite structure dans le cerveau rapide, dans le système limbique, qui décide s'il y a menace ou non. L'amygdale rétrécit. Donc on sait, pas juste l'amygdale, on sait que quelqu'un qui pratique la méditation aura de la neuroplasticité, c'est-à-dire que le cerveau n'aura plus il aura la même forme, mais il n'y aura pas les mêmes structures neuronales. Il y a des conduits neuronaux qui se développent, des genres d'autoroutes qui s'amplifient entre le cerveau rapide et le cerveau qui est lent. Donc, on est en mesure d'avoir un regard plus critique sur le cerveau qui part dans une direction, le cerveau rapide qui part. Alors, la régulation émotionnelle va se faire mieux parce que si l'amygdale est plus petit, il est moins pompé, donc moins apte à réagir. La flexibilité psychologique, on l'a vu dans un des mots là, reliés au système limbique, la rigidité. Donc, lorsqu'on a une meilleure maîtrise de soi, lorsqu'on est plus dans un état zen, plus calme, notre cerveau n'est pas surexcité, suractif, on s'ouvre à des possibilités. Des possibilités, il y a des risques. Donc, le cerveau trop actif n'ira pas vers le risque. Il va faire ce qu'il sait faire, même si c'est à son détriment. Donc, si c'est de me cacher quand quelqu'un parle trop fort, ben j'ai fait ça parce que mon frère m'a crié après, mais je vais aller me cacher de façon symbolique ou même réelle lorsque quelqu'un prend trop d'espace dans une réunion. Alors, la flexibilité psychologique vient lorsqu'on se sent en sécurité. Avec la flexibilité psychologique vient un paquet d'autres options. Ça améliore la collaboration, pour des raisons qu'on peut imaginer. Donc, on ne se sent pas menacé, on est plus apte à s'ouvrir aux autres, on est plus apte à aller chercher de l'aide auprès des autres, etc. Ce qui n'est pas écrit ici, c'est au niveau physiologique. Donc, quelqu'un qui pratique la pleine conscience, qui développe cette habilité-là, aura en lui ou elle un meilleur système immunitaire. Parce qu'un système limbique, ce que je n'ai pas dit plus tôt, lorsque le système limbique est activé et qui active plutôt le système sympathique, lorsque le système sympathique est notre système justement là, qui est prime, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, ça, pour survivre, il va aller à l'essentiel et il va arrêter ou réduire le fonctionnement du système digestif, du système reproductif, du système immunitaire. Donc, de ces temps-ci, le système immunitaire, je pense que c'est une pas mal bonne chose à avoir. Alors, plus qu'on est stressé, plus qu'on est anxieux, moins que le système immunitaire fonctionne. Qui est un peu contradictoire de ces temps-ci parce qu'on reçoit pas mal de messages qui sont assez stressants et anxiogènes. Là. Alors, raison de plus, oui, la situation, elle est difficile. Je ne veux absolument pas l'envie. Il y a beaucoup de monde dans la douleur. Ceci étant dit, on peut être en paix dans tout ça. Moi, je vois ça comme être dans l'œil de la tourmente. Il peut y avoir une tournade autour de nous, mais on peut être dans l'œil de la tourmente. On peut choisir de ne pas être déstabilisé par un environnement qui est extrêmement déstabilisant actuellement. Et il était pré-COVID. Donc, on imagine COVID et post-COVID. Je vais faire le stop parce qu'on va clore sur ça, puis on a encore assez de temps. Il nous reste 10 minutes. Je vais laisser 5 minutes. Je vais laisser 5 minutes pour des questions, mais le stop, on va le faire très rapidement. Okay? C'est juste une extension de ce qu'on a fait tantôt dans notre minute. Alors, là, je vais vous demander, je ne suis pas tellement gentil de ma part, mais je vais vous demander de penser à quelque chose qui vous stresse. Je vais vous demander de penser là, à des choses qui s'en viennent. Ça peut être des tâches à la maison, ça peut être un peu un trop-plein que vous avez. Alors, laissez-le venir. Laissez-le venir en vous. Laissez-le vous habiter. Laissez-le
pensez-y. Malheureusement, je vous amène dans quelque chose qui n'est pas nécessairement agréable. Alors, je vous laisse juste le temps d'aller trouver l'exemple, puis laissez-le faire son effet dans votre cerveau, puis en quelque part dans votre corps. Là, je vous demande d'arrêter. Donc, le stop, stoppez, arrêtez. Là, je vous invite à la respiration qu'on a faite un peu plus tôt. Alors, vous pouvez en faire 3 grandes respirations. Et d'ailleurs, on va pratiquer ce que j'ai mentionné. On va inspirer en 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Et expirer en 6 secondes. 2, 3, 4, 5, 6. On va le faire encore. Inspirez. 2, 3, 4. Expirez. 2, 3, 4, 5, 6. On va le refaire encore. Inspirez. 2, 3, 4 et expirez. 2, 3, 4, 5, 6. Là, faites tout simplement observer l'expérience que vous aviez. Quelles étaient les émotions qui ont émergé? Peut-être l'inquiétude, peut-être même un peu de blâme, peut-être l'insécurité, peut-être l'excitation. Donc, on remarque, on observe quelles étaient les émotions qui étaient présentes, quelles étaient les sensations physiques. Donc, qu'est-ce qui se passait dans votre corps? Peut-être le resserrement de la poitrine, peut-être les épaules, peut-être le cœur battait plus vite. Et observez vos pensées. Donc, qu'est-ce qui n'est pas embarqué dans la pensée? Qu'est-ce qui se passait dans vos pensées? Donc, je suis en train de penser que je n'ai pas assez de temps pour faire telle et telle chose. Donc, on est dans un scénario de catastrophe. Ou je suis en train de rappeler de la situation, c'était donc pas correct ce que cette personne a fait. On est dans le jugement. Donc, on nomme jugement, catastrophe, etc. On observe l'expérience et non tomber dans l'expérience. C'est ça la métacognition. C'est ça la pleine conscience. On devient observateur de notre réalité, on ne devient pas pris dans notre réalité. Et si on est pris dans la réalité, ben c'est de la joie, c'est du bonheur, c'est d'autres choses, c'est par choix. On choisit la vie qu'on vit. Donc, le P, c'est justement ça. Une fois qu'on a calmé les ardeurs, une fois que le système limbique s'est calmé avec la respiration, le fait d'observer son expérience, ses pensées, ses émotions, ses sensations physiques, ça nous met dans le monde de l'observateur. Ça nous met en mode de métacognition. On ne peut pas être et regarder en même temps. Donc, en regardant, on diffusionne de tout ce qui vient avec la charge émotionnelle de l'expérience et donc, on crée un environnement sécuritaire à l'intérieur de nous et on peut procéder avec intention. Et là, plus qu'on est clair dans nos intentions, plus que la prochaine action qui va suivre va être de mise. Alors voilà ce qui se fait et ceci est un tout petit truc ou outil que vous pourriez pratiquer à longueur de journée. Alors voilà, j'ai pris quelques minutes de plus que je pensais. On a quand même un bon 5 minutes, je pense, pour des questions. La parole est à vous. Oui, alors Karl, je vais prendre quelques questions, mais j'en ai déjà une en tête. En quoi la pleine conscience est une compétence complémentaire aux autres compétences qui sont demandées en entreprise? C'est quoi la différence fondamentalement? Elle est un peu particulière, Oui. celle-ci, non? Très bonne question. J'ai parlé de compétences tout au long. Alors, effectivement, dans les entreprises, vous les connaissez tous. Donc, moi, j'ai travaillé avec des profils de compétences une bonne partie de ma carrière. Tu sais, on parle d'avoir une pensée stratégique. On parle d'avoir un esprit créatif. On parle d'avoir une capacité de communiquer de façon bienveillante. Donc, ce sont souvent des savoirs. C'est des techniques qu'on apprend. C'est une façon d'être, dans la plupart des cas. Et quand on suit ces cours-là, c'est qu'on nous apprend comment faire ces choses-là. Et des fois, on peut apprendre à être aussi. Mais derrière ça, c'est du savoir-être. C'est une technique qu'on apprend. Alors, que dans ce cas ici, c'est comme j'appelle une compétence verticale. Donc, les autres sont horizontales. On a un bagage d'informations. Et les organisations, depuis des décennies, ont dépensé des milliards et des milliards et des milliards avec des profils, avec des compétences de nature horizontale où on sait comment faire les choses. On sait comment faire les choses, mais on n'a pas d'esprit pour le faire. On ne sait pas déposer et donc on n'a pas la posture mentale, émotionnelle pour faire les choses d'une place de sécurité. Donc, c'est une compétence qui est au soutien des autres compétences. Moi, j'appelle ça une compétence domino. Si on a fait des bons progrès sur sa capacité de connecter avec soi, à ce moment-là, les autres compétences vont être multipliées. C'est un effet multiplicateur en étant vraiment bien aligné avec soi-même. Oui, Charles nous dit dans le commentaire, c'est le lien direct avec la compétence de l'humanité. Oui, mais l'humanité, comme l'intelligence émotionnelle, c'est une compétence, mais comment est-ce qu'on la fait? Alors, je suis d'accord, oui. Mais si je dis à tout le monde, savez-vous, on a introduit une nouvelle compétence dans l'organisation, l'humanité. Malheureusement, l'organisation ne changera pas tant que ça. Il faut que les gens changent. Donc, l'humanité, je suis 100% d'accord, c'est la compétence, mais
si on peut dire que la pleine conscience est une compétence, honnêtement, on pourrait avoir un débat sur ça. Mais c'est définitivement une qualité qui est en nous, qui nous permet d'être plus humains. Oui. Avant de passer à la prochaine question, on a une autre question qui nous demande la liste des auteurs. Vous avez fait mention, puis ça tombe bien parce que je voulais le mentionner. Je suis allée rechercher dans ma bibliothèque derrière, justement, Ah, le voilà. Focus. Daniel Oui, Goleman, c'est la oui, version anglaise, mais vous pouvez le retrouver, oui. je pense, n'importe où maintenant. Daniel Goleman, il Oui, est partout. puis il date de longtemps. Et puis Oui, Alter Traits, tu dois exactement. l'avoir aussi. Et oui, pas là, mais Ah non, OK. Alors, l'autre, c'est Alter Traits. Robert Killian aussi, c'était le deuxième auteur que tu Oui, as cité. Voilà. effectivement. Donc, Immunity to Change de Robert Keegan et Ouais. Altered Traits. Et la raison pour laquelle ça s'appelle Altered Traits, c'est que Daniel Goleman a vu par ses études, il a recensé à ce moment-là les 5000 études qu'il avait faites sur la pleine conscience et ils ont remarqué que nos traits physiologiques, c'est-à-dire les traits neuronaux, étaient évolués. Donc, on changeait de traits comme être humain lorsqu'on pratiquait la pleine conscience. C'était physique. Hmm. Peut-être pour conclure, toi qui as accompagné beaucoup d'entreprises dans ces démarches-là, d'amener la pleine conscience dans les organisations, c'est quoi les défis et comment on peut faire en sorte que ces démarches-là deviennent pérennes en organisation? Déjà, la rentrée, c'est déjà un bon début. Quand j'ai commencé ça, il y a près de 4 ans, honnêtement, il fallait que je démystifie déjà ce que c'était. Tout le monde pensait que j'arrivais à enseigner le bouddhisme ou d'autres choses, que j'arrivais avec des démarches spirituelles. Et en passant, il faut donner les lettres de noblesse à la bonne personne. Ces démarches-là ont pris leur racine dans des approches de l'Est, donc dans le bouddhisme et autres. Il y a des approches séculaires qui ont émergé de ça en Amérique du Nord depuis une trentaine d'années. Donc, nous, ce qu'on pratique, c'est des approches séculaires de choses qui datent depuis des millénaires. Donc, la façon de le faire aujourd'hui, la pleine conscience, il n'y a plus tellement de débat sur ça. The Time Magazine, National Geographic, on peut les nommer. Toutes les grandes revues ont tous une première page sur la pleine conscience. Donc, de vendre l'idée de la pleine conscience, c'est plus tellement important ou c'est plus nécessaire. Mais ce qu'on fait, c'est un peu ce qu'on a fait aujourd'hui. Très souvent, c'est d'éduquer les gens sur le fonctionnement de leur cerveau. Les gens, s'ils savent, ils ne savent pas complètement. Eh bien, les gens, c'est une surprise que j'ai présentée aujourd'hui. Donc, il y a une question d'appropriation dans un premier temps. Après ça, il y a un deuxième niveau. Là, on peut approfondir par des formations traditionnelles ou autres. Nous, on a toute une gamme de formations en ligne beaucoup ces temps-ci, mais aussi où on a des technologies pour les aider, des applications, etc. Donc, on développe la compétence les 4 piliers dont j'ai parlé tantôt. Là. On développe les 4 piliers par des programmes de formation. Et un troisième niveau, après ça, c'est que l'organisation, si elle décide que la notion de la présence, cette notion de bienveillance, moi j'y crois profondément, est un enjeu clé de l'organisation, est un élément de positionnement stratégique, à ce moment-là, on fait une démarche de développement organisationnel. On définit avec les organisations jusqu'où vous voulez aller dans ça. Quelles sont dans l'organisation, quelle est la situation actuelle et quels sont les freins moteurs actuels dans l'organisation? Parce qu'on peut parler de bienveillance, mais on se met des meetings un après l'autre, il n'y a même pas une minute entre les meetings et tous les gens arrivent tout énervés, donc le système limbique est activé et ils ne sont absolument pas préparés pour être bienveillants dans la réunion, etc. Je donne tout simplement une petite anecdote comme ça. Là. Donc, il y a plusieurs facteurs des organisations qui sont actuellement pas alignés pour la conscience, la bienveillance et ces choses-là. Donc, on doit bien les identifier et faire une démarche de développement organisationnel. Très bien, ben, merci beaucoup, merci infiniment, Karl. On va passer, on a une minute, allez, je vous garde encore une minute ou deux pour conclure. Si on peut passer à la diapo suivante avant de finir. C'était vraiment très, très, très intéressant. Encore une fois, merci pour tous ces contenus. Alors nous, au groupe, on poursuit notre route dans notre agenda. Vous allez voir, on a de belles choses à venir pour le mois de fin septembre jusqu'à fin octobre. Formation du groupe, l'ABC de la démarche et de la norme entreprise en santé par le docteur Messier. Une formation thématique exceptionnelle. C'est la première fois qu'on la propose au groupe le 8 octobre par Maître Audrey Fortier, avocate de Juripop, sur l'éthique et la prévention du harcèlement au milieu de travail. Ça, c'est un sujet d'actualité. C'est une formation de 3 heures. Donc, allez-y, encore des places pour vous inscrire. Et un beau webinaire aussi avec Sandra Salvoni qui va nous parler du présentéisme et de la détection active des signes de détresse. Ce sera fin octobre. Pour la suite, on va passer, Karl, à la diapo suivante. On va présenter tes coordonnées pour ceux qui veulent prendre ton courriel, ton numéro de téléphone.
Le numéro et le courriel du groupe s'affichent également. Vous devez le connaître maintenant. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, à contacter Carl aussi si vous voulez en savoir un petit peu plus. C'était très riche de contenu. Encore une fois, merci de ta collaboration avec nous. C'est toujours un immense plaisir. On en apprend toujours à chaque fois. Moi, je touche du doigt le sujet, mais c'est un plaisir à chaque fois renouvelé Merci, de Véronique, et à vous t'entendre en tous parler. d'être là. Merci tout le monde. Et on passe à la dernière partie qui est nos remerciements. Oui, aussi, avant, là, je vous disais, mon Dieu, j'oubliais nos réseaux sociaux pour échanger, venir partager vos impressions, vos commentaires. N'hésitez pas à nous retrouver sur LinkedIn et sur Facebook. Et puis, on va remercier nos partenaires également qui sont importants pour le groupe Entreprises en santé qui vont s'afficher. Voilà, grâce à qui on peut proposer ces activités, ces webinaires gratuits et tout ce qu'on fait au groupe aujourd'hui. Voilà, c'est un grand merci à eux. Alors, merci à vous tous. Merci pour vos belles participations. Vraiment, c'était super intéressant. C'était très actif. On a eu beaucoup de questions, des questions très, très intéressantes, très pertinentes, hein, de Gérard notamment. Et moi, ça sera avec grand plaisir que je vous retrouverai pour les prochaines activités du groupe. Carl, j'espère qu'on se retrouve bientôt également. À très bientôt, j'espère, et merci à tous et belle continuité dans cette période particulière. Merci, belle journée à tous, à bientôt. Au revoir.